Salut à tous, c'est Adam de Planète Tutora, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons embarquer dans une machine à remonter le temps pour explorer une période fascinante de l'histoire, l'expansion européenne. Nous sommes au XVe siècle, une époque de grands changements en Europe. Les royaumes se développent, la technologie avance et il y a un appétit grandissant pour l'exploration. Mais pourquoi cette soudaine envie d'explorer? Eh bien, il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a la curiosité. Donc, les Européens veulent savoir ce qu'il y a au-delà des mers. Ensuite, il y a l'économie. Ils cherchent de nouvelles routes commerciales, surtout pour les épices et la soie, très prisées à l'époque. Plusieurs pays européens se lancent dans l'aventure, parmi eux l'Espagne, le Portugal, la France et l'Angleterre notamment. Donc, chaque pays a ses propres motivations et ses propres héros. Les Portugais, par exemple, sont des pionniers dans l'exploration de la côte africaine. Et qui n'a jamais entendu parler de Christophe Colomb, l'explorateur italien au service de l'Espagne? Donc saviez-vous que les cartes maritimes de l'époque étaient si précieuses qu'elles étaient gardées secrètes comme des trésors? Et imaginez naviguer sur des mers inconnues sans GPS. Donc ces explorateurs étaient de vrais aventuriers. Cette soif d'exploration a ouvert la voie à des découvertes incroyables, mais aussi à des défis et des conflits. Donc dans nos prochaines vidéos, on va découvrir ensemble ces aventures et leurs conséquences qui en ont découlé. Donc restez à l'écoute. C'est au début du XVe siècle que les Européens ont commencé à se lancer dans l'exploration du monde, marquant donc le début de ce qu'on appelle aujourd'hui l'expansion européenne. Et les premiers à se lancer dans cette aventure étaient les Portugais, qui bravement ont exploré la côte ouest de l'Afrique. Ils ont rapidement été suivis par d'autres nations, dont la France, l'Espagne, l'Angleterre et les Pays-Bas, chacune cherchant à découvrir de nouveaux territoires par voie maritime, parce qu'à l'époque, bien entendu, il n'y avait pas l'avion ni la voiture. Alors déjà, on sait que le Portugal est le premier à se lancer, suivi de l'Espagne, de la France, de l'Angleterre et des Pays-Bas. Mais pourquoi ils décident de se lancer dans ces explorations-là? Alors si on se souvient, déjà l'Empire romain n'existe plus depuis au moins 1000 ans. Des nouvelles frontières et de nouveaux pays se sont formés suite à ça. Par contre, on se souvient que l'Empire romain d'Orient, lui, a survécu jusqu'en 1476, parce qu'on se souvient que l'Empire romain a été divisé en deux. Donc l'Empire romain d'Occident qui a disparu, lui, depuis au moins 1000 ans, et l'Empire romain d'Orient qui, lui, a survécu jusqu'en 1476. Et oui, l'Empire romain d'Orient a été pris par les Ottomans qui ont pris possession de Constantinople dans l'actuelle Turquie. Les Européens qui faisaient du commerce avec l'Asie ne peuvent plus passer parce que c'était pas mal le seul chemin qu'ils connaissaient pour passer vers l'Asie. Donc les Européens se sont mis en mode problème-solution et se sont donc mis à chercher une nouvelle route vers l'Asie pour se procurer des épices et autres produits précieux. Et étant donné que la seule route disponible vers l'Asie à l'époque, c'est-à-dire Constantinople, a été prise par les Ottomans, donc il a fallu que les Européens trouvent une autre solution, une autre route. Ensuite, il y a d'autres raisons plus tard qui les poussent à continuer. Les Européens à l'époque sont avides d'expansion et de pouvoir. Donc quoi de plus prestigieux pour un pays de former un empire immense en agrandissant son territoire? Donc on se rappelle que l'Empire romain à l'époque fait encore écho. Quel grand pays européen ne rêverait pas d'avoir un empire aussi immense et prestigieux que celui de l'Empire romain? Et ce, d'ailleurs, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale avec Hitler. Donc ensuite, il y a l'Église qui trouve aussi son avantage dans tout ça. On sait que l'Église veut à tout prix que le plus grand nombre possible de gens se convertissent au christianisme. Donc bien évidemment, qui dit possession de nouveaux territoires, dit aussi plus grand nombre potentiel de fidèles. Et bien entendu, les grands explorateurs eux-mêmes sont poussés par ce désir de découvrir et d'explorer de nouveaux endroits encore jamais vus. Ça a donc incité certains États européens, souvent les plus riches, à investir
massivement dans l'exploration de nouvelles terres, les États européens ont mandaté courageusement des navigateurs pour partir à l'aventure en leur nom. Les navigateurs européens, très courageusement, se sont lancés en mer avec leurs équipages, parfois sans destination précise, naviguant vers l'inconnu. Donc imaginez-vous un peu dans un bateau à l'époque, en bois, sans aucune technologie moderne pour vous guider ou vous protéger des tempêtes. Et ça vous donne un peu une idée du courage des explorateurs à l'époque, parce que, croyez-moi, beaucoup savaient qu'ils n'allaient peut-être pas sortir de l'océan vivants. Donc ces expéditions ont connu des fortunes diverses. Certaines se sont avérées des réussites, apportant richesse et gloire au royaume. D'autres se sont terminées tragiquement en raison du manque de nourriture, de tempêtes en plein océan ou de naufrages. Par contre, les États qui se sont lancés dans ces grandes explorations ont fini par acquérir des possessions territoriales à travers le monde, devenant ainsi de véritables empires. Un important réseau commercial s'est développé entre la métropole et ses possessions mondiales, ainsi qu'avec d'autres États, dans le but d'enrichir la métropole. Grâce à ces grands voyages, les Européens ont non seulement étendu leur empire, mais ont aussi enrichi leur connaissance du monde. Au départ, ils ignoraient même l'existence du continent américain. Donc, imaginez un temps où de grands empires parcouraient les océans cherchant à remplir leurs coffres d'or et de richesses. C'était l'époque des empires coloniaux qui ont bâti leur fortune grâce au commerce. Mais attention, ce n'était pas un simple échange de marchandises. Ce commerce était souvent source de disputes et même de guerres entre ces empires. C'est là qu'on va parler du commerce triangulaire. Pour mieux comprendre, penchons-nous sur le commerce triangulaire. C'était un peu comme un triangle géant entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Le but, rendre les pays européens, appelés métropoles, plus riches. Donc comment ? En utilisant leurs colonies pour échanger des matières premières, des produits fabriqués et, malheureusement, des esclaves. En gros, le commerce triangulaire était un système commercial impliquant 3 régions géographiques, l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Pendant l'ère des grandes explorations, ce commerce se caractérisait par l'exportation de produits manufacturés d'Europe, soit des textiles, des armes à feu, de l'alcool, principalement du rhum, et divers objets métalliques tels que des outils et des ustensiles, et cela vers l'Afrique, où ils étaient échangés contre des esclaves venus d'Afrique. Petite parenthèse, donc les colons européens n'allaient pas eux-mêmes courir après les esclaves, contrairement à ce que les gens pourraient croire. Donc, au contraire, c'était des rois africains eux-mêmes qui vendaient leurs propres esclaves aux Européens. Donc, avant l'arrivée des Européens sur le continent africain, eh bien, beaucoup d'Africains étaient déjà des esclaves dans leur propre pays. Fin de la parenthèse. Donc, ces esclaves étaient ensuite transportés vers les Amériques, qu'on appelle la traite transatlantique des esclaves, et vendus pour travailler en Amérique, notamment dans les plantations. Donc les produits de ces plantations d'ailleurs, comme le sucre, le tabac et le coton, étaient ensuite exportés vers l'Europe, complétant ainsi le triangle. Donc ce système a eu un impact profond sur les économies et les sociétés des 3 continents impliqués. Donc les colonies pleines de trésors comme des métaux précieux, des fourrures, des épices et bien plus, devaient tout envoyer à leur métropole. En passant, ce qu'on appelle métropole, c'est le pays colonisateur. Hein. Donc, le pays plutôt qui colonise. Par exemple, la France, c'est la métropole, l'Angleterre, c'est la métropole, etc. Les pays colonisés, ce sont les colonies. En retour, donc, pour continuer, les colonies recevaient des produits finis, donc des produits qui, par exemple, le bois, donc c'est le produit de base, et la table qu'on fait avec le bois, donc la table, c'est le produit fini. Donc voici ce qu'est un produit fini. Mais il y avait des règles strictes. Les colonies ne
pouvaient pas vendre leurs produits manufacturés et devaient acheter ceux de leur métropole. D'accord ? Donc cela assurait que la métropole s'enrichissait toujours aux dépens de ses colonies parce que bien, les colonies ne pouvaient pas vendre eux-mêmes c'est pas leur réalisation, mais en tout cas, ça a été réalisé grâce à leurs propres ressources. Donc pour résumer, c'est comme si je vous demandais de me donner du bois, donc qui vient de votre cour, pour que je puisse transformer ce bois en table, et ensuite, moi, je vous vends la table que j'ai fait avec votre bois, mais vous n'aurez pas le droit de vendre la table fabriquée avec le bois qui vient de votre propre cour. Donc, vous comprenez ? Par contre, faut comprendre que pour faire marcher ce commerce, fallait de la main-d'œuvre. Donc malheureusement, la main-d'œuvre, les Européens la prenaient parfois de force. L'un des aspects les plus sombres de cette époque était l'esclavage. Donc, vous l'avez bien compris, la main-d'œuvre, c'était des esclaves. Début de la parenthèse, on l'a vu, l'esclavage, ça existait bien avant les grandes explorations. Il y en avait à l'époque des Romains, des Grecs avant eux, des Égyptiens. Bref, l'esclavage, c'était depuis le tout début des civilisations, et ce, partout dans le monde. Donc, plusieurs tribus en Afrique se battaient entre eux. Les Mayas et les Aztèques en Amérique du Sud, c'était pareil. Les Arabes prenaient des esclaves en Europe aussi. Beaucoup de femmes européennes d'ailleurs étaient enlevées par les Arabes à l'époque. Bref, c'était pas seulement un truc d'Européens. À l'époque, l'esclavage à de multiples fins était monnaie courante, et ce dans plusieurs pays dans le monde. Donc fin de la parenthèse. Pour augmenter leurs profits maintenant, les empires coloniaux n'hésitaient pas à utiliser des esclaves. Donc leur voyage de l'Afrique vers l'Amérique était terrible. Ils étaient entassés dans les cales de navires. Beaucoup ne survivaient pas à la traversée. Et une fois en Amérique, leur vie était malheureusement marquée par la violence et la souffrance. Maintenant, on va parler du traité de Tordesillas. Les empires européens se battaient souvent pour contrôler ces terres lointaines. Par exemple, en 1494, l'Espagne et le Portugal se sont partagés ce qu'on appelle le Nouveau Monde. Donc le Nouveau Monde, c'est quoi ? C'est les Amériques, tout simplement, parce qu'à l'époque, les Amériques existaient depuis le tout début, bien entendu, mais à l'époque, on ne le savait pas, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on a appelé les Amériques le Nouveau Monde. Donc, je reviens, l'Espagne et le Portugal se sont partagés le Nouveau Monde avec le traité de Tordesillas. Mais d'autres pays comme la France et l'Angleterre ne respectaient pas ce traité et colonisaient eux aussi l'Amérique. Finalement, la découverte de ce nouveau continent a donc intensifié les conflits entre ces puissances coloniales, donc chacune voulant sa part du gâteau. C'est une période de l'histoire riche en aventures et en rebondissements, mais aussi marquée par des injustices et des souffrances qui ont laissé des traces jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, imaginez des explorateurs européens qui naviguent sur des mers qu'ils n'ont jamais encore vues. Ils atteignent un continent mystérieux qu'ils croient être l'Inde. Surpris, ils appellent les habitants locaux indiens. Plus tard, ils réalisent leur erreur, ce n'est pas l'Inde, mais un nouveau monde, l'Amérique. Ils renomment alors les peuples autochtones amérindiens. Donc avant l'arrivée de ces aventuriers, l'Amérique était déjà un carrefour de cultures fascinantes. Donc maintenant, on va parler des autochtones d'Amérique. Au nord, près de l'actuel Canada, vivaient les Iroquoiens et les Algonquiens. Les Iroquoiens, connus pour leurs maisons longues et leur société matriarcale, étaient des agriculteurs sédentaires. Ils cultivaient notamment la courge, le maïs et le haricot. Les Algonquiens, eux, étaient nomades, chasseurs et pêcheurs, vivant dans ce qu'on appelle des wigwams et suivant les troupeaux. Plus au sud, depuis 1325, dans l'actuelle Amérique centrale du Sud, régnaient les Aztèques et les Incas. Les Aztèques, connus pour leur ingénieuse agriculture dans les marécages, leur art complexe et leur calendrier unique, vénéraient de nombreux dieux, donc ils étaient polythéistes, et pratiquaient des sacrifices humains. Les Incas, quant à eux, excellaient dans l'agriculture et l'élevage.
de lama et d'alpagas, avec un système social unique sans monnaie où chacun contribuait à la société. Ainsi donc les Incas s'y connaissaient pas mal en astrologie et calculaient le temps avec un calendrier de 12 mois, donc déjà à l'époque. Lorsque les Européens débarquèrent, furent éblouis par les richesses de ce nouveau monde, or, tabac, cacao, fourrure. Par contre, il y a eu des conséquences sur les populations autochtones. Leur arrivée a marqué un tournant sombre pour les peuples autochtones d'Amérique. Les Européens, se considérant supérieurs, ont imposé leur culture, par exemple en leur forçant à parler leur langue ou forçant les autochtones à devenir sédentaires, alors qu'on se rappelle que pour plusieurs d'entre eux, ils étaient à la base des peuples nomades. Ils ont vécu comme ça pendant des milliers d'années, ils étaient bien là-dedans. Les Européens ont aussi imposé leur religion sur les autochtones en leur forçant à se convertir au christianisme et même leur mode de vie, donc notamment avec le sédentarisme par exemple. Et pourquoi c'est dramatique? Eh bien, imaginez-vous qu'un peuple vienne chez vous et vous force à apprendre une autre langue que vous ne connaissez pas. Il vous force à vous convertir à leur religion, à laisser tomber la vôtre. Il vous contamine avec des maladies que vous n'avez jamais eues avant et vous force à abandonner votre culture. Et donc vous voyez le calvaire qu'ont vécu les autochtones. Donc les autochtones, autrefois libres, furent forcés de s'adapter, devenant sédentaires, esclaves ou victimes de massacres. Les maladies européennes contre lesquelles les autochtones n'avaient pas d'immunité ont ravagé ces peuples, causant des pertes dévastatrices. Les conséquences de ces explorations européennes ont été tragiques pour les peuples autochtones qui ont vraiment laissé des cicatrices profondes qui se ressentent encore aujourd'hui. Malgré tout ça, les Européens ont quand même réussi à faire du Nouveau Monde, c'est-à-dire les Amériques, à devenir le continent qu'il est et qu'on connaît aujourd'hui. Donc toutes les avancées techniques comme les chemins de fer et les trains, les différentes institutions, l'architecture majestueuse que vous pouvez observer dans le vieux Québec ou dans le vieux Montréal par exemple, la langue anglaise, espagnole et française parlée sur le continent, le christianisme pratiqué sur tout le continent également, sont des héritages qui nous sont restés jusqu'à aujourd'hui grâce aux explorations européennes et à leur volonté de faire de ce continent le nouveau monde. Donc voilà tout en ce qui concerne l'expansion européenne dans le monde. Il y a beaucoup d'autres éléments bien entendu à dire sur l'expansion européenne, par exemple les maladies donc qu'ils ont propagées en Amérique, dont la variole par exemple, dont la variole que les Amérindiens n'avaient aucune immunité. Mais il n'y a pas que des choses négatives, bien entendu. On pourrait parler des grands explorateurs et leurs découvertes respectives, l'établissement des colonies, etc., etc. Mais tout ça, ce sera pour une autre vidéo. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous facilitera la vie pour votre étude sur la matière. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter sur Messenger, par texto, sur la plateforme, dans la section communauté, où on peut même faire un appel vidéo. Et ça me fera plaisir dans tous les cas de vous répondre le plus rapidement possible. Moi je vous dis à bientôt, ciao ciao.